Printemps de l'éducation, qui est un mouvement qui rassemble les institutions, les organisations autour d'un renouveau éducatif pour les enfants, mais orienté autour du bien-être des enfants et des enseignants. Mais ce qui est formidable, en fait, quand on a un petit peu préparé cet entretien avec Antonella, c'est que je me suis rendu compte que ce dont elle parlait était bien plus profond que ce qu'on pouvait imaginer, même quand elle parle, comme dans son livre, d'éduquer les enfants à la joie. C'est quel est exactement le titre du livre? Ces écoles qui rendent nos enfants heureux. Pédagogie et méthode pour éduquer à la joie. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis rendu compte en fait à quel point ce qu'elle pointait était en fait profond. Et on a une quinzaine de minutes pour en parler. Donc merci Antonella d'être présente. Merci, c'est un honneur d'être ici. De partager. Tu voulais nous parler donc un petit peu du renouveau éducatif et quand on a un peu préparé le synopsis en fait de cette intervention, tu disais en réalité c'est pas le système qui est le problème, c'est plutôt en fait la relation en fait qu'on a avec le système. Et tu parlais de prise de conscience fondamentale que doivent avoir aussi bien les enseignants que les parents. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu à l'encontre des idées reçues. Donc ma première question c'est que tu nous en parles un petit peu davantage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors je n'ose plus utiliser le terme prise de conscience depuis ce matin avec Pierre Rabhi parce que je ne suis pas tellement pour être électrocutée par la prise d'électricité. Ben, finalement, je suis partie du constat que nous sommes tous, dans l'éducation surtout, en train de muter et qu'il y a un changement qui est en cours et qui concerne aussi les enseignants. Le tout, c'est que le problème, c'est que surtout dans l'éducation nationale, on a la tendance à dire rien ne bouge, rien ne se fait, et que finalement, c'est pas vrai. Donc, je me suis aperçue, et ça, je l'ai vu en parlant avec les enseignants, dans mes formations, parce que je donne des formations qui s'appellent éduquer à la joie. En réalité, on ne peut pas éduquer à la joie. Hein. La joie, elle est déjà là. C'est juste, on éduque à une ouverture vers la joie. Hein. Mais je me suis aperçue que finalement, dans ces témoignages d'enseignants qui arrivent avec un poids de souffrance, il y a une volonté de changer et il y a en même temps aussi une déresponsabilisation, c'est-à-dire nous sommes ici, mais le système fait que nous sommes en souffrance. Et quand je pose la question, alors moi j'ai appris d'un grand monsieur qui est maintenant décédé, qui s'appelle Pierre Veil, qui lui a fondé UNIPAS, qui est donc une institution, une organisation qui fait de la formation et éducation à la paix. La première question qu'il posait aux participants, surtout dans des endroits comme ça, avec beaucoup de gens, c'est où est la nature? Parce qu'il partait du concept d'être en paix avec soi-même et avec la nature. Elle est où la nature? Il y a 20 ans, beaucoup de participants disaient la nature, elle est dehors. Hein. Aujourd'hui, on pose la même question, on est un peu plus conscient, la nature, elle est là. Moi, je pose la même question. Il est où le système? Il est dehors. Alors, c'est vrai, le système, il est dehors, mais j'en fais partie. Donc, si j'en fais partie, je suis aussi responsable du changement qui peut advenir dans le système. Et voilà, donc je vais dire une banalité, mais on l'a déjà entendu beaucoup de fois depuis ce matin. Si on ne change pas, nous, le système, il a peu de chances de changer. Peu de chances. Pas de change, pas de chance de changer. Et tu utilises spécifiquement en fait l'angle de la joie en fait pour ça. Oui. Comment tu définis la joie? Parce que tu dis que la joie est déjà là. Oui. C'est pas forcément l'expérience de tout un chacun à chaque instant. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, j'ai découvert lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat, parce que je suis sortie de l'UNESCO pour terminer ma thèse de doctorat. Que d'abord je voulais faire sur la question de la formation des enseignants, qui pour moi est un point crucial. Et puis je me suis rendu compte, en allant visiter des écoles et en allant observer des écoles un peu partout dans le monde, parce que j'ai eu la chance de voyager, je me suis rendue souvent en Inde. Et en Inde, j'ai découvert des écoles où il fait bon aller, où les enfants sont heureux et sont en joie. Donc j'ai décidé de changer le thème de mon doctorat et je l'ai appelé éducation à la joie. Et donc, quand j'ai découvert ce terme de joie, je n'ai pas voulu choisir le mot bonheur
parce que pour moi il est un peu galvaudé, parce que bon, c'est souvent associé à Coca-Cola, donc il y a même un observatoire du bonheur. Enfin, pour moi, hein, je veux dire pour moi. Et j'ai trouvé joie. Mais joie, alors c'est la découverte aussi de l'étymologie du mot. Et le mot vient du latin qui vient de gaudium, qui vient du sanskrit, qui est yug, c'est le même que yoga, c'est le lien. Donc lorsque je suis en joie, je suis en lien. Donc évidemment qu'on ne peut pas éduquer à la joie parce que c'est quelque chose, cette possibilité de connexion, nous l'avons déjà tous en nous. Et il s'agit seulement, du point de vue de l'éducateur, de l'enseignant, du parent, de favoriser cette connexion. Et pour moi, la définition de joie, c'est vraiment dans la résilience. Et si j'utilise souvent ce symbole, qui est le symbole de la croix, on essaye de le faire sortir du monde de la religion, même si le mot religo, religare, c'est vraiment relié. La croix, dans le sens que si je suis en joie, je suis dans une inspiration de transcendance. C'est ce qu'il disait Jean-Louis Servan-Schreiber ce matin. Cette aspiration de transcendance, je suis en verticalité. Lorsque je suis connectée avec cette joie de vivre, je suis dans une connexion aussi qui m'amène vers le haut. Hein. Bien sûr, avec les pieds sur terre. Et lorsque je suis en reliance, je suis aussi, bien sûr, en connexion avec les autres. Ce qui fait qu'à un moment donné, ces deux forces, ces deux directions se rencontrent au cœur de l'individu, au cœur de nous-mêmes. Donc, lorsque on définit la joie de cette façon, c'est la connexion, c'est le lien, c'est la coopération, et si on ajoute à ça le mot educare en italien, mais aussi en latin, éduquer, si on dit éduquer à la joie, c'est-à-dire éduquer aussi à cette possibilité de l'éducation de nous faire évoluer dans cette direction de connexion humaine, universelle. Donc c'est à nouveau, tu ramènes en fait beaucoup de spiritualité justement dans ce que tu dis, c'est une définition quasi spirituelle en fait de ouais, j'assume que c'est une définition spirituelle. Et pour moi, l'éducation a aussi une mission, si on ne veut pas utiliser le terme spirituel parce que ça fait encore peur, et je vous assure, dans l'éducation nationale, ça fait encore plus peur. Mais bon, parlons de connexion existentielle. Et parlons par exemple d'ouverture au questionnement existentiel, c'est-à-dire ces questionnements que nous avons tous, et les enfants depuis la plus petite enfance ont. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui se posent des questions d'une grande profondeur, et pas seulement dans les ateliers philosophiques. Il y a de plus en plus d'écoles publiques, heureusement, qui introduisent aussi la pratique de l'atelier philosophique dans les classes primaires. Mais là, on a aussi des enfants qui vivent la vie de tous les jours et qui arrivent avec des questions. Par exemple, le grand-père est décédé, il est allé où? Il ne s'agit pas aujourd'hui, en tant qu'enseignant, de donner la réponse, il est allé au ciel ou il est allé nulle part. Il s'agit seulement de provoquer les questionnements, d'être à mesure de créer un contexte, un cadre dans lequel ce questionnement soit libre. Depuis que les enfants sont petits, ont des questions existentielles profondes. Jusqu'à maintenant, on a soigneusement évité de prendre en compte cette dimension-là. Moi, je l'appelle spirituelle, mais on peut l'appeler existentielle, bien sûr. Et donc, j'ai une dernière question, en fait, parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on doit te poser aussi comme question dans tes propres formations. Les personnes peuvent être tentées de dire ok, moi je change, je fais un effort, je fais le travail sur moi, mais le système, lui, ou les autres ne changent pas, ou le système résiste. Donc qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que c'est une objection qu'on retrouve souvent en fait. Et ça va aussi dans l'esprit des colibris, donc je suis intéressé de ta réponse. Oui. Alors, le système résiste. Alors, si je résiste aussi, on n'a pas de chance, pas beaucoup de chance d'évoluer. Le système résiste et si je décide de changer, je dois être aussi consciente que ça là, c'est pas un chemin très facile. Donc, si j'entreprends un cheminement d'évolution pour moi, de ma conscience, c'est évident que je suis aussi préparée
à des obstacles, mais je prends des obstacles aussi comme des étapes d'évolution, donc c'est plus facile peut-être. Et puis en conseil, bon, je ne vais pas donner de conseils, mais de toute façon on parle beaucoup dans nos ateliers, nos échanges. On s'est rendu compte que si on peut intervenir aussi dans ce changement pour faire évoluer le système, hein, qui est nous-mêmes de toute façon, mais si on peut évoluer et amener des petites touches de changement à l'intérieur par exemple de l'école ou à l'intérieur de la classe, j'entends beaucoup dire, vous savez, des enseignants qui disent, vous savez, de toute façon, une fois que la porte de la classe est fermée, moi je fais ce que je veux. Et surtout au primaire. Hein. Donc je fais ce que je veux, ça veut dire, je suis aussi en contact, j'ai établi aussi un autre contact, une autre connexion avec les élèves, qui fait que, par exemple, on peut mettre en place des pédagogies qui sont encore considérées comme alternatives, hein, des méthodes qui sont pas encore totalement acceptées à l'intérieur du système. Innovantes. Bien qu'il y en a beaucoup qui ont plus de 150 ans. Hein. Et voilà, donc moi j'interviens par petites touches et j'ai aussi une ambition avec un groupe de rêveurs, mais de rêveurs les pieds sur terre. On a décidé d'entreprendre un projet qui est donc le Printemps de l'éducation, et nous sommes aussi alliés des colibris, nous sommes des colibris éducation quelque part, c'est-à-dire mettre en valeur ce qui fonctionne déjà. Notre ambition, c'est de vraiment créer une alliance pour le renouveau éducatif, en mettant en valeur, en faisant connaître les bonnes pratiques, les pratiques positives, ce qui se fait de nouveau, ce qui va vers cette connexion à l'intérieur de l'éducation. Merci Antonella. C'est un prix. Ouais, merci. Donc, d'abord, je vous propose d'applaudir Antonella. Parce qu'elle est une véritable pionnière en fait, comme chacun d'entre nous, dans nos domaines respectifs, et elle a choisi l'éducation. Et avant qu'elle nous quitte, j'aimerais qu'elle introduise en fait Gopal Krishnamurti qu'on va accueillir dans un instant. Gopal, si if you want to come, if you want to join me, Gopal, you're welcome. J'ai rencontré par l'intermédiaire d'Antonella qui va le présenter, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que quand je l'ai rencontré à Brookwood Park, donc l'école dont il est le directeur au sud de Londres, je l'ai rencontré dans la véranda où Jiddu Krishnamurti avait l'habitude en fait de prendre le thé, et on sentait vraiment en fait c'était vraiment chargé en fait de profondeur inhabituelle, et Gopal m'a appris en fait que 1 plus 1 ne faisait pas toujours 2. Et je pense qu'aujourd'hui, il va nous faire une conférence vraiment unique, parce que c'est la première fois en fait que moi je participe à une conférence où on a besoin d'une échelle. Donc on va demander à nous installer une échelle sur scène pour pouvoir en fait permettre à Gopal de nous faire sa démonstration. C'est un être formidable, et je laisse en fait la parole à Antonella pour nous le présenter. Merci.